Bonjour à tous. Juillet 1936. L'Espagne s'enfonce dans la guerre civile. Pendant 3 ans, le monde entier va regarder ce pays s'embraser, convaincu d'assister à un combat entre la démocratie et le fascisme. Mais la réalité est tout autre. Il se passe autre chose en Espagne que l'historiographie a longtemps occulté. Derrière les gouvernements du Front populaire, une puissance étrangère prend progressivement le contrôle de tout. Les finances, l'armée, la police. Cette puissance, c'est l'URSS de Staline. Ces agents du NKVD opèrent sur le sol espagnol, avec leurs propres prisons secrètes, hors de tout contrôle républicain. Et pendant que la guerre contre Franco continue, une autre guerre se déroule en même temps à l'intérieur du même camp révolutionnaire. Les communistes staliniens en train d'éliminer méthodiquement leurs propres alliés, anarchistes ou socialistes. C'est ce que démontre Michel Festivi dans l'un de ses derniers livres intitulé « Les griffes de Staline sur l'Espagne républicaine » paru aux éditions du Alpha. Michel Festivi, bonjour, bienvenue sur le plateau. Donc je vous ai reçu la semaine dernière pour évoquer les phalanges espagnoles. Vous aviez travaillé sur ce sujet pour les cahiers d'histoire du nationalisme de synthèse nationale. Alors pour les téléspectateurs qui n'auraient pas encore regardé l'émission, donc je fais un rappel, vous êtes avocat honoraire, vous êtes également un spécialiste de l'Espagne contemporaine et vous avez exploré les racines longues de la violence politique avec l'Espagne ensanglantée, consacrée aux anarchistes, aux mini-socialistes et aux révolutionnaires entre 1880 et 1939. Vous avez ensuite analysé la dictature de Miguel Primo de Rivera et sa tentative de régénérer l'Espagne entre 1923 et 1930. Vous êtes intéressé aux trahisons des gauches espagnoles, du républicanisme au totalitarisme entre 1930 et 1936. Vous avez également consacré un ouvrage sur la désinformation autour du Parti communiste français. Vous avez écrit une biographie de Franco qui est parue dans la collection Biocollection chez Synthèse d'Aeterna. Et donc c'est un regard de longue durée, de longue portée que vous portez sur cette période. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit votre dernier livre, je citais le titre, Les griffes de Staline sur l'Espagne républicaine, paru cette année aux éditions du Alpha, avec une préface de l'historien Pio Moa. Alors Michel Festivi, votre livre s'ouvre sur une thèse forte. La guerre d'Espagne n'est pas une guerre civile espagnole parmi d'autres, c'est déjà un affrontement idéologique à l'échelle européenne. Alors pourquoi cette lecture vous paraît fondamentale ? La guerre d'Espagne, c'est le résultat des carences, des faiblesses et des malversations de la Deuxième République, qui s'installe en avril 1931 et qui, dès le départ, va avoir des relents totalitaires, puisque, par exemple, en mai 1931, des anarchistes avec des bidons d'essence vont se balader dans les principales villes espagnoles, dont Madrid, et vont incendier des églises, des couvents, des sièges de partis de droite, et le gouvernement provisoire républicain, qui n'a pas encore un mois d'existence, va laisser faire. Certains voudront intervenir, mais globalement, le gouvernement laissera faire, et les incendiaires pourront agir à leur guise. Et dès les années 1930, on a je fais énormément de citations dans ce livre, dès les années 1930, on a des déclarations où on sent très bien que les gauches espagnoles, notamment les socialistes et les gauches républicaines, les socialistes c'est le parti le plus important et de très loin le plus structuré à l'époque, entendent dire très clairement: on veut une république, mais socialiste, et si la droite parvient au pouvoir, on l'en empêchera par tous les moyens. Donc la violence révolutionnaire se construit bien avant 1936, oui, bien avant. Et vous dites que la rupture décisive intervient dès l'insurrection armée d'octobre. Il y a l'insurrection armée d'octobre 1934 qui a pour cause le fait que la droite et le centre avaient gagné les élections en novembre 1933, les élections législatives, et que les gauches espagnoles qui dominaient la précédente mandature, les élections constituantes de 1931, refusaient de voir les droites gouverner l'Espagne, et elles y arriveront en partie, puisque la CEDA, qui était devenue le premier parti d'Espagne, n'aura aucun ministre avant octobre 1934, donc presque un an après les élections, et ne parviendra jamais à obtenir le poste de chef de gouvernement que son leader, José María Gil Robles, revendiquait
à très juste titre. Donc c'est bien, on est bien d'accord, ce sont des insurrections armées par les socialistes et les nationalistes catalans préparées, anticipées contre les institutions républicaines. Complètement. Préparées, anticipées, organisées. On avait acheté des armes de manière clandestine déjà dès le 1932-1933. Alors, vous, dans votre livre, vous indiquez que les socialistes du PSOE se bolchevisent avant même que les communistes espagnols ne représentent quoi que ce soit. Et vous parlez de Largo Caballero, qui est surnommé le Lénine espagnol, qui impulse ce basculement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez-nous ce basculement, parce que le PSOE avait collaboré finalement avec la dictature de Largo Caballero, alors pas tout le PSOE, mais une grande partie du PSOE, dont Largo Caballero, avait collaboré entre 1923 et 1930 avec Miguel Primo de Rivera, parce que justement Miguel Primo de Rivera avait eu une politique, notamment corporatiste, ouvriériste, assez importante. Ça avait intéressé le PSOE. Et en plus, comme Miguel Primo de Rivera avait beaucoup lutté contre les anarchistes et que les socialistes étaient anti-anarchistes, ça avait beaucoup intéressé le PSOE. Mais dès 1930-1931, ça change. Petit à petit, Largo Caballero, Indalecio Prieto, l'autre leader du Parti socialiste, vont commencer effectivement à regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui se passe en Russie. Et ils vont se bolcheviser, notamment les jeunesses socialistes, qui vont être dirigées à un moment donné par Santiago Carrillo. Et donc, il va y avoir un mouvement de bolchevisation du Parti socialiste. Et ça, c'est tout à fait important. Et souvent, les historiens se méprennent en pensant que le Front populaire, par exemple, français, c'était la même chose que le Front populaire espagnol. Pas du tout. Parce que le Front populaire espagnol, le Parti socialiste, qui était de très loin le plus important parti du Front populaire, était bolchevisé. Alors qu'en France, le Parti socialiste, la SFIO, n'était pas bolchevisé autant que le Parti socialiste espagnol. Et dans cette bolchevisation, est-ce qu'on peut y voir déjà la main de Moscou ou pas? Oui, bien sûr, parce que Moscou, très tôt, va entretenir des relations très importantes par le biais de la Troisième Internationale avec l'Espagne. Et notamment, il y a un communiste français très important qui s'appelle Jacques Duclos, qui est un très grand ponte déjà de la Troisième Internationale et qui fera beaucoup de voyages en Espagne et qui s'occupera beaucoup du Parti communiste espagnol. Alors vous insistez qui est un petit parti à l'époque, mais qui va grandir pendant la guerre civile. Vous insistez beaucoup sur la violence révolutionnaire anarchiste. Finalement, c'est un aspect qui est très sous-estimé dans le récit classique, cette violence anarchique. Donc, vous l'avez dit, les attentats, les incendies d'églises, les collectivisations forcées. Ça se traduit comment concrètement? Parce que les anarchistes représentent quoi comme force politique? Très important. La Confédération nationale du travail, la CNT, qui est le fer de lance des anarchistes, c'est le plus puissant organisme syndical espagnol. C'est très très important. Et il va être cornaqué, si vous me permettez cette expression, par un mouvement idéologique, la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, qui va veiller justement à la pureté des idées anarchistes. Parce qu'il y a certains anarchistes qui vont essayer de trouver des compromissions avec les socialistes, de se présenter aux élections. Notamment, il y a un anarchiste important qui s'appelle Ángel Pestaña, qui va créer le parti syndicaliste et qui va vouloir se détacher de la violence anarchiste. Et il va être mis au rencard. Alors, je voudrais, avant d'aborder vraiment la guerre et Staline, parler rapidement du Front populaire et la question de sa légitimité. C'est l'une des thèses que je dirais provocantes dans votre ouvrage. Vous contestez même l'idée même d'une république démocratique espagnole à partir de 1933. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Très clairement, déjà l'insurrection de 1934. Les socialistes, des communistes, des anarchistes, des communistes anti-staliniens prennent les armes contre la République. C'est une insurrection armée qui va gravement blesser la République. Et puis ensuite, toute l'année 35, les choses vont se passer à peu près. Mais en février 36, je l'explique dans mon livre, les élections et ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des historiens maintenant qui l'ont démontré. Il y a plusieurs historiens l'ont démontré. Les élections de février 1936 ont été totalement frauduleuses. Elles ont été truquées. Elles ont été truquées par la violence, par les menaces, par les falsifications des urnes,
par le bureau de l'Assemblée des Cortes qui va refaire les élections, qui va éliminer des candidats monarchistes ou conservateurs qui avaient été élus pour les remplacer par des candidats Front Populaire. On va annuler des élections dans des provinces entières comme à Grenade et à Cuenca, où les droites avaient gagné tous les sièges, et on va les faire revoter en mai 1936. Et là, comme il y a énormément de violence et de menaces, les candidats conservateurs de droite ou centristes n'arrivent pas à faire campagne et ne peuvent pas pratiquement même se présenter. Et toutes les gauches vont passer, dans ces régions, vont passer entièrement. Donc à vous lire, finalement, le printemps 36, ça ressemble déjà à une guerre civile rampante. C'est une guerre civile larvée. Il y a énormément de morts. Il y a des centaines de morts, des centaines d'attentats. Et vous avez deux hommes qui vont au Cortes le dire et être injuriés, être même menacés de mort. C'est Calvo Sotelo, qui lui sera exécuté le 13 juillet 1936, député monarchiste très brillant, qui a été ministre des Finances sous Primo de Rivera. Et vous avez le leader de la CEDA, le leader de la droite espagnole, classique, la droite classique, qui n'est pas du tout révolutionnaire, ni qui n'entend pas prendre les armes contre personne, qui s'appelle José María Gil Robles, qui va dénoncer en avril et en juin 36, ils vont prononcer des discours au Cortes dénonçant tout ça, et vous aurez plein de républicains, notamment Miguel Mora, qui a été ministre de l'Intérieur à un moment donné, qui est un républicain, et qui va prendre la plume, lui, en juin 1936, pour faire 6 articles dans le journal El Sol, le journal de José Ortega y Gasset, où il va demander... Il veut dire qu'il faut arrêter ça, il faut faire une dictature républicaine pour stopper l'anarchie. Justement, comment un État peut être à ce point si impuissant ou complice ? Vous savez, l'impuissance de l'État, on la trouve dans l'histoire à tous les niveaux. Oui. On la trouve aujourd'hui, si on veut bien regarder les choses. Et les révolutionnaires, ceux qui sont extrémistes, l'emportent toujours quand les autres sont faibles et ne font rien pour arrêter ça. Alors, donc finalement, la guerre civile est inévitable. Donc là, on va aborder maintenant Staline et la mainmise soviétique. Comment Staline parvient-il concrètement à prendre le contrôle du camp républicain ? Par quel levier financier, militaire ou policier il impose sa loi au gouvernement ? Par tous ces leviers, en fait. En fait, les choses vont se faire... de manière assez... ça ne va pas se faire d'un coup d'un seul. Non, bien sûr. Donc la guerre commence en juillet 36. Donc sur le terrain, on a les hommes, on a les anarchistes. Alors déjà, au départ, le mouvement national a failli échouer. Puisque Madrid, Barcelone, Alicante, toute la côte Est, Valence, absolument toute la côte Est, Madrid, Bilbao... Malaga reste républicaine. Et le mouvement national a failli échouer. Mais il réussit grâce à deux hommes, Emilio Mola dans le nord, à Pampelune, qui a coordonné toute l'activité, et puis Franco qui réussit à passer du Maroc espagnol à rejoindre Séville, et donc à gagner la bataille des Détroits, à remonter le long de la frontière portugaise, et à s'approcher de Madrid. Et dans le camp républicain, quelles sont les forces en présence ? Alors il y a plusieurs forces. Vous avez d'abord les gauches républicaines. Les deux grands chefs des gauches républicaines, c'est Manuel Azaña et José Riral. Vous avez bien sûr les socialistes, le gros bataillon socialiste, avec Largo Caballero, avec Indalecio Prieto. Vous avez les communistes, bien évidemment. Vous avez le POUM, qui est un petit parti d'extrême gauche, mais anti-stalinien, notamment dont le leader est Andrés Nin. Donc plutôt d'inspiration trotskiste ? D'ancienne inspiration, qui ont été trotskistes. Vous avez bien sûr... et puis vous avez les républicains, des républicains. Et les anarchistes. Et des anarchistes. Alors les anarchistes ne font pas partie du Front populaire au sens strict du terme, parce qu'ils refusent les élections, ils refusent de se présenter aux élections. Mais comme force combattante, ils vont bien sûr être très importants. Donc est-ce que dès le départ, Staline, lui, veut prendre la tête, prendre le pouvoir dans le camp républicain ? Staline, au début, il ne sait pas trop. Alors il envoie des envoyés
des missiles de Minici. Il envoie des hommes un peu partout, à Madrid, à Valence, à Barcelone, et tous les rapports qui lui remontent lui disent le camp révolutionnaire est très divisé, et si on est malin, si on est intelligent et qu'on a un peu de savoir-faire, on va rapidement prendre le dessus. Et donc c'est là qu'il décide, en septembre, alors d'abord déjà, il prend 2 décisions. D'abord une première décision, il veut bien intervenir, mais camouflé. Il veut absolument pas que ça se sache, parce qu'il a peur de l'Allemagne, il redoute un conflit avec l'Allemagne, et ce qu'il veut, lui, c'est éloigner la guerre des frontières de l'URSS, et il se dit que si l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et la France se font la guerre par interposition en Espagne, tout est bon. Tout est bénéfique, tout est bénéfique pour l'URSS. Donc il faut que la guerre dure, et il ne faut pas que l'URSS apparaisse en première ligne, parce que le credo, c'est défendre une république démocratique, entre guillemets. Et donc si on sait que l'URSS est là, elle n'est forcément pas démocratique. Donc il y a une réunion en septembre 1936 où tout va se décider avec l'internationale communiste, comme toujours. Le patron, c'est Dimitrov, et le chef du NKVD à l'époque, c'est Yagoda. Et tous ces gens-là vont prendre la décision d'aider massivement les entre guillemets, ce qu'on appelle les républicains espagnols, qui sont tous sauf des républicains d'ailleurs, en leur fournissant des armes et des hommes. Mais pour ça, il va falloir jouer serré. Et Staline ne veut surtout pas que ce soit des Russes qui aillent combattre officiellement en Espagne. Et c'est là qu'on va créer les brigades internationales. Mais quelle est la porte d'entrée? Donc il y a les brigades internationales, mais sinon la porte d'entrée politique, c'est plutôt le PSOE qui va jouer le rôle d'idiot utile? Non, c'est plutôt le Parti communiste. Le Parti communiste. Le Parti communiste espagnol. Donc le Parti communiste espagnol. Le Parti communiste espagnol qui est complètement sous la coupe de l'internationale communiste. Les 2 grands patrons du Parti communiste espagnol, en fait, ce seront un Argentin d'origine italienne qui s'appelle Codovia, et puis après, un homme hyper important et très très brillant, c'est Togliatti, le futur patron du Parti communiste italien après-guerre, dont tous les témoins, j'en cite, disent qu'il est brillantissime, bien plus brillant que Marty par exemple ou d'autres, et c'est lui qui va donner le la et le tempo. Et puis vous avez également des hommes très chevronnés de la 3e internationale qui sont des as de la communication, Willy Münzenberg, Elia Ehrenburg, Otto Katz, et on va voir arriver des gens comme Ernst Rero, le futur patron de la Hongrie communiste, ou Gotlav, le futur patron de la Tchécoslovaquie communiste. Enfin, tous les grands pontes de la 3e internationale arrivent en Espagne. Alors, je vais citer quand même Abraham Slutsky, que vous citez, pour vous donner une idée de la manipulation. Ils disent, nos hommes, donc lui, il est patron du NKVD en Espagne, nos hommes se comportent en Espagne comme dans une colonie, traitant même les dirigeants espagnols comme les colons traitent les indigènes. Ils font peu de cas de... Vous avez 3 hommes très importants qui vont être des envoyés de Staline. C'est 2 ambassadeurs, Marcel Rosenberg d'abord, en 1936, qui arrive à Moscou et qui est le véritable patron du gouvernement révolutionnaire. Son successeur, Léon Gaïs, parce que tous ces hommes-là, quand ils reviennent à Moscou, ils sont liquidés dans les geôles de la Lubyanka. Et puis le consul général de Barcelone qui est la ville très très importante parce que c'est un très grand port, et c'est par là notamment que transitent toutes les armes, tous les tanks, les avions qui vont arriver par l'URSS. C'est Osienko. Ces 3 hommes-là vont jouer un rôle capital, avec Orlov qui va être le patron du NKVD, et Walter Krivitsky qui va également chapeauter toute la politique stalinienne espagnole, et qui va avoir un rôle très important, notamment avec les brigades internationales et avec le vol de l'or espagnol dont on va parler. Donc, comment parvient-il, je reprends ma première question, à prendre concrètement le pouvoir dans le camp républicain? Donc, il y a des leviers financiers, militaires, policiers. Est-ce que vous pouvez nous les décrire? Alors, les leviers financiers, très importants. Alors, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que en septembre 1936, les armées de Franco s'approchent de Madrid. Elles sont à 100-150 km de Madrid. Et donc là, le gouvernement républicain prend peur.
Et à Madrid, il y a l'or de la Banque d'Espagne. L'or de la Banque d'Espagne, c'est les 4e réserves d'or mondiales. C'est des milliards de pesetas. En dollars d'aujourd'hui, les historiens les évaluent à 800 milliards de dollars d'aujourd'hui. Et les révolutionnaires espagnols, enfin, 2 ou 3 hommes, très peu de monde. Le président, c'est Manuel Azaña, le président de la République. Le chef du gouvernement en septembre 1936, c'est Largo Caballero, le socialiste. Et son ministre des Finances, c'est Juan Negrín. Et ces 3 hommes vont décider, enfin, c'est surtout Juan Negrín, le ministre des Finances, qui fait signer un décret secret au président de la République en lui disant « On va transporter l'or espagnol en dehors de Madrid, dans un endroit sûr ». Ouais. Donc on l'emmène à Carthagène. Carthagène, c'est une ville tout au sud de l'Espagne. C'est un très grand port militaire, très très bien situé, qui ne sera pris par les nationaux qu'en mars 1939. Et c'est une rade très très importante. Et donc là, l'or est à l'abri. Sauf que, par un truchement du NKVD qui sont en Espagne, on va décider de transférer cet or à Moscou. Et ça va être chose faite en octobre 1936. Vous avez des bateaux qui arrivent à Carthagène. Et donc très rapidement, 7800 caisses d'or, plus de la moitié des réserves de la Banque d'Espagne, qui sont transportées secrètement par des tankistes russes qui viennent d'arriver. Dans le plus grand secret, on les transmet dans des bateaux et on les amène à Odessa. Et Staline refusera qu'on fasse un reçu. Ouais. Et il n'y aura aucun reçu, il n'y aura aucun contrat, il n'y aura aucun inventaire de faits, ce qui fait que les Espagnols sont dépossédés de plus de la moitié de leur or, en contrepartie, bien sûr... Oui, alors qu'est-ce qu'ils reçoivent en des échange ? armes. En contrepartie, ils reçoivent des armes, mais Staline fait ce qu'il veut. D'abord, il donne des armes au prix qu'il veut. En plus, il va rouler complètement les Espagnols à 2 niveaux. D'abord, l'or espagnol a une très grande valeur, beaucoup plus qu'une valeur au poids, parce que ce sont des pièces très précieuses. Comme il n'y a pas d'inventaire, il n'y a aucun contrat, les Russes vont fondre l'or et dire aux Espagnols, on vous donne une contrepartie, mais au cours du marché, alors que ça n'a pas du tout la valeur du marché, c'est bien plus important que le marché. Et puis les armes, finalement... c'est nous qui contrôlons les armes, donc on vous donne les armes. C'est nous qui fixons le prix des armes. Ils ont surestimé de 20 ou 30%, selon les historiens, le prix des prix des Donc là, armes. on peut parler d'une véritable opération d'escroquerie. Une escroquerie totale, et en plus, on va donner les armes. Si on veut bien vous les donner. Donc, si vous ne faites pas notre politique à nous, on ne vous donne pas d'armes. Et on va donner les armes aux bataillons et aux armées, essentiellement staliniennes et essentiellement communistes. Et les anarchistes plaindront qu'ils ne recevaient jamais d'armes. Donc à partir de ce moment-là, est-ce qu'on peut dire que Staline vraiment est à la barre de l'Espagne révolutionnaire à un moment du Ça, moment, et avec les brigades internationales. À partir du moment où il a l'argent... Voilà, il a l'argent. Alors, et puis pour Staline, ça va être pour l'URSS une opération extraordinaire, la guerre d'Espagne, parce que il va rien dépenser du tout, parce qu'il va puiser dans l'or espagnol. Les hommes qui vont aller se battre, ce sont des volontaires du monde entier, mais pas des Russes. Alors, il y aura des Russes, bien sûr, parce que notamment, il va envoyer en Espagne, mais sous couvert de pseudonymes, des tas de tankistes, d'aviateurs, de conseillers militaires, de techniciens de haut rang, de généraux, qui auront des passeports, de faux passeports, parce que notamment, tous les brigadistes internationaux qui viendront en Espagne remettront leur passeport à l'arrivée. Et les Russes se serviront des passeports de ces gens-là pour des opérations d'espionnage dans le monde entier. Et notamment, ce qui était très prisé, c'était les passeports américains. Bah oui. Parce qu'il y a eu 2 ou 3 000 Américains qui sont allés se battre en Espagne. On va leur piquer leur passeport et on va avoir des opérations d'infiltration aux États-Unis considérables grâce à ces passeports américains. Petite question subsidiaire, il est où cet or maintenant ? Il est toujours resté en URSS. Franco n'a jamais pu le récupérer. Alors qu'il a parfaitement récupéré l'or que les républicains avaient remis en France, par exemple, ou aux États-Unis, parce qu'ils avaient donné aussi un peu d'or en France ou aux États-Unis pour acheter des armes
ou acheter des combustibles, acheter de l'essence. Et les réserves d'or qui restaient, qui n'avaient pas été épuisées, les Américains et les Français, notamment en France, en février 1939, il y a eu un deal entre le gouvernement français et le nouveau gouvernement espagnol où on a remis l'or à Franco, au gouvernement légal maintenant de l'Espagne, mais les Russes jamais. Les Russes jamais, même au moment de Perestroïka, oui, Franco a réclamé à multiples reprises, il n'a jamais rien eu. Jamais rien eu. Bon, est-ce que les dirigeants espagnols aujourd'hui pourraient réclamer? On ne sait pas. Donc ça, c'est le côté financier. Le côté politique, militaire, policier, c'est la présence du NKVD en Espagne. Donc quel rôle exact joue le NKVD sur place? C'est une vraie police politique étrangère finalement qui opère hors de son contrôle, hors de son sol, hors de tout contrôle. Énorme. Le NKVD va avoir un rôle considérable en Espagne. Ils vont réussir à noyauter, par l'intermédiaire également des communistes espagnols, tous les strates du pays. L'armée, la police, ils vont créer ce qu'on appelait des tchekas, c'est-à-dire des prisons. Dans Madrid, dans Barcelone, à Valence, il y avait des tas d'endroits où on arrêtait les gens, on les torturait, on les fusillait, notamment des adversaires comme des anarchistes ou des socialistes en rupture de banc ou des communistes en rupture de banc. On les arrêtait, on les torturait et on les faisait disparaître. Notamment, on a fait disparaître comme ça Andrés Nin, le patron du POUM. Et notamment, il y a deux organismes qui vont souffrir énormément, ce sont les anarchistes et les poumistes. On va en parler. Alors, ce système, donc, il fonctionne comment? C'est-à-dire, le NKVD, ce sont des agents soviétiques qui sont sur place? Il y a des agents soviétiques, mais qui sont secondés par des Espagnols. Par des Espagnols. On peut qualifier de collabos. C'est des communistes espagnols, ou des socialistes d'ailleurs aussi. Est-ce qu'on peut parler, donc, il y a des prisons? Est-ce qu'il y a des camps déjà de prisonniers? Il y a... En Catalogne, il y aura notamment un endroit, je le cite, il y a un camp de une espèce de camp de concentration, qui va être terrible. Donc, puis vous avez également des communistes internationaux, vous avez notamment beaucoup d'Allemands, beaucoup de communistes allemands, notamment un dénommé Hertz, avec des acolytes qui vont avoir un rôle considérable à ce niveau-là. Et on va créer un service qui va s'appeler le service d'investigation militaire, le SIM, qui est une police communiste espagnole. Est-ce qu'on peut parler déjà d'un système concentrationnaire embryonnaire, c'est-à-dire que comparable à ce qu'on connaîtra dans les démocraties populaires d'après-guerre? Vous citez Julian Gorkin. En ce qui concerne le stalinisme, l'Espagne constitue un essai général de l'après-guerre, réellement le premier essai de démocratie populaire dans le monde. Donc c'est ce qu'ils ont fait à l'échelle dans les sphères, dans la sphère républicaine. Totalement. La zone républicaine espagnole était devenue une annexe de l'Union soviétique. À partir de 1937, une fois qu'ils vont avoir réussi à évincer les anarchistes et les poumistes, la zone révolutionnaire espagnole était une succursale de l'Union soviétique. Et d'ailleurs, il y a deux hommes qui vont disparaître politiquement. C'est Largo Caballero, pourtant très communiste, mais qui va finir par se dire l'Espagne est en train de sombrer, donc il va être écarté, et Indalecio Prieto va être écarté aussi après. Alors justement, je voudrais venir à ce qu'on a appelé la guerre dans la guerre, parce que donc on est d'accord, il y a la mainmise soviétique sur l'appareil, mais après il faut également combattre à l'intérieur du camp républicain. Donc finalement, on peut dire que Staline combat sur deux fronts simultanément, contre Franco d'une part et contre ses propres alliés. Je dirais même que Franco, il en avait un peu rien à faire. Ce qui l'intéressait surtout, c'était garder le contrôle de la partie révolutionnaire espagnole et d'anéantir les anarchistes et les poumistes. Alors justement, pourquoi est-ce que ces anarchistes de la CNT, les antistaliniens du POUM deviennent-ils des ennemis prioritaires Il s'est passé la même chose en Russie en 1917. En 1917, 1918, 1919, un homme comme Stéphane Courtois, dont sa biographie de Lénine l'explique très bien, les bolcheviks ont anéanti les anarchistes qui étaient très puissants en URSS et tous ceux qui commençaient à tiquer contre le léninisme et puis le stalinisme qui pointait du nez. Et il s'est passé exactement la même chose en Espagne. Exactement. Est-ce qu'il y aura un retentissement international? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, sur le recrutement des brigades internationales, ça va jouer? Est-ce qu'il y aura moins de monde qui va venir à ce moment-là? Non, parce qu'en fait, ils vont réussir
un coup magistral de propagande. La propagande internationale, je vous ai parlé d'hommes très compétents au niveau de la communication, qui vont réussir dans tous les pays du monde à fomenter des cercles de défense de la République espagnole, en mettant des crypto-communistes à la tête. En France, par exemple, vous avez Romain Rolland, Henri Barbus, André Malraux, tous ces gens-là qui vont prendre fait et cause pour soi-disant la République espagnole, et qui en fait était le bras armé et le faux-nez du bolchevisme en Espagne. Alors concrètement parlant, comment se passait cette lutte contre ses propres alliés sur le terrain militaire? Donc comment ça se passait concrètement contre les anarchistes ou contre les trotskistes? C'était toujours la même tactique bolchevique. On commençait par dire, dans la presse, dans les journaux, un peu partout, que les poumistes et les anarchistes étaient des franquistes, étaient des agents de Franco. On commençait à faire une propagande terrible à ce niveau-là. Et ensuite, on commençait ils ont commencé à séparer les anarchistes et les poumistes qui étaient alliés, notamment par les armes. Comme c'est eux qui livraient les armes. Ils disaient aux anarchistes, on vous livre des armes si vous vous séparez des poumistes. Et une fois que les anarchistes étaient séparés des poumistes, ils étaient divisés, donc ils étaient plus faibles. Et après, on fomentait des troubles. Il y a eu une guerre. Dans la guerre, à partir d'avril-mai 1937, notamment en Catalogne, dans le Levant valencien et en Aragon, parce que c'était là que les anarchistes et les poumistes étaient les plus forts, et on les a divisés, on les a traités de franquistes, d'hitlériens, et on les a... ils ont réussi. Est-ce qu'il y a eu des affrontements? Oui, il y a eu des affrontements militaires, bien sûr. Il y a à peu près eu 2000 morts. Bien sûr, il y a eu des affrontements militaires. On a fait venir des troupes, des socialistes, des communistes. Ce qu'il faut comprendre aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les jeunesses socialistes et les jeunesses communistes avaient fusionné en avril 1936. Et en Catalogne, qui est une région importante, tous les partis communistes et socialistes catalans avaient fusionné dans le Parti socialiste unifié de Catalogne, qui était en fait stalinien. Et le Parti socialiste espagnol et le Parti communiste espagnol devaient fusionner. Mais la guerre l'en a empêché. Mais ils étaient quasiment très proches, ils étaient ensemble. Alors justement, on parlait de mai 37, il y a les fameuses journées de Barcelone, où là il y a une insurrection anarchiste qui est écrasée par les communistes. Les anarchistes, vous voulez, se sont rebellés, et elle a été écrasée par les forces staliniennes du Parti communiste espagnol, du Parti socialiste espagnol. Et là, on a un grand témoin qui est George Orwell, qui lui, il est dans quel camp, Orwell? Orwell, si vous voulez, c'est un socialiste utopique à l'époque. Il pense à un socialisme démocratique. Et donc, il vient en Espagne pensant que le camp républicain, c'était un camp du socialisme utopique. Et par hasard, il est tombé sur une brigade du POUM quand il arrive à Barcelone, et il va se battre avec le POUM, parti ouvrier d'unification marxiste, parti anti-stalinien. Il va se battre sur le front de l'Aragon, puis il va être blessé. Et donc il va revenir à Barcelone au même moment où la guerre éclate. Au moment de l'insurrection, vous voulez dire. Et donc il est témoin de ça? Il est complètement témoin. Et il en fait. Est-ce qu'il écrit? Il a fait un livre qui s'appelle Hommage à la Catalogne, dans lequel c'est son premier livre qui lui ouvre les yeux sur le communisme. Après, il fera notamment La ferme des animaux et 1984, où il va dénoncer le totalitarisme stalinien, mais ça part de là, ça part de l'Espagne. Et la jeunesse, c'est l'Espagne. Mais est-ce que son livre aura un retentissement à l'étranger? Non, parce qu'il va être... en France, figurez-vous, il va être publié en 1955. Ah oui, effectivement. Tant le Parti communiste est prégnant et puissant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui comprennent rapidement Arthur Koestler, par exemple, Le Zéro et l'Infini, par exemple. Vous en avez d'autres. Alors, je vais parler maintenant des chefs. Vous avez parlé très rapidement tout à l'heure d'André Nin, qui est le chef du POUM. Qu'est-ce qu'il devient, lui? Quel est son sort? Il va être arrêté par des sbires du NKVD, parce que il est tellement anti-stalinien qu'on va le faire disparaître. Notamment, il va être disparaître dans une tchéka d'Alcalá de Henares, qui est un peu au sud de Madrid, et qui est tenue par les révolutionnaires à ce moment-là. Et on va faire croire qu'il est parti chez Hitler ou chez Franco. Par exemple, vous avez des poumistes qui mettront sur les murs
Donde Stanin, où est Nin? Et les autres écrivaient chez Franco ou chez Hitler. Chez Hitler. Donc lui, il est arrêté. Arrêté, torturé. Et exécuté, on ne sait plus, il a disparu. Et vous parliez de Largo Caballero, donc le fameux Lénine espagnol. Donc lui, il est écarté de quel... Il se rebiffe à ce moment-là. Ouais. Il trouve qu'il ne faut pas écarter le POUM. Et donc il va s'opposer à ce qu'on écarte le POUM et les anarchistes. Mais les communistes et les socialistes, qui sont des communistes en fait, qui tiennent le gouvernement, vont le mettre en minorité et il va être éjecté. Politiquement. Oui, lui, il ne connaît pas le même sort que Non, Nine. non, lui, il n'est pas arrêté. Parce qu'il est trop... En fait, Staline aurait voulu qu'il reste, parce que c'était une très bonne tête de gondole, comme on dirait. Mais finalement, c'est pas possible, parce qu'il est devenu trop anti-stalinien à ce moment-là. Et donc, il est écarté, il est remplacé par Juan Negrin, qui va être le patron de la zone officielle, de la zone révolutionnaire de mai 37 à mars 39, à la fin de la guerre civile. Vous employez le terme de cannibalisme politique. Oui. Mais c'est pas moi qui le dis, je crois que c'est Julian Gorkin qui parle de cannibalisme politique. Donc ça fonctionne comment? On grignote Vous savez, c'est la technique du salami. C'est-à-dire, on découpe l'adversaire en tranches jusqu'à ce qu'il et on le mange jusqu'à ce qu'il disparaisse. C'est ce qui se fera en Tchécoslovaquie communiste, c'est ce qui se fera en Hongrie communiste après-guerre. Exactement le même système. Alors, vous citez Jesus Hernandez, qui est un ancien ministre communiste. Qui écrit en sacrifiant le peuple espagnol, c'est terrible, parce qu'il écrit en sacrifiant le peuple espagnol, je pousse Hitler vers l'Occident, loin de mes frontières. C'était le but? C'est tout à fait ça. En fait, vous savez, Staline aurait pu réussir un coup de maître en Espagne si Franco n'avait pas gagné la guerre. Mais malheureusement pour lui, Franco a gagné la guerre. Heureusement pour l'Espagne, Franco a gagné la guerre. Donc, gagnant la guerre, Franco a évité qu'elle devienne une colonie soviétique. Et ensuite, dans les semaines qui viendront, il a évité le nazisme, puisqu'il a résisté au nazisme. On va en parler, effectivement. Et il a résisté au fait que l'Allemagne voulait envahir l'Espagne. Le vrai objectif de Staline, c'était quoi? C'était faire gagner le Front populaire ou plutôt provoquer un affrontement Non. L'objectif de Staline, c'était prendre pied en Espagne, écarter le péril loin des frontières de l'Union soviétique, faire se battre entre eux les démocraties occidentales avec l'Allemagne de Hitler et l'Italie de Mussolini pour les affaiblir. C'était ça son objectif. Et finalement, il échoue. Il échoue entre guillemets parce que Franco gagne. Oui, non mais je veux dire, il échoue. Est-ce que ça va conduire là au pacte germano-soviétique En partie, oui, parce que il y a deux choses qui vont, à mon avis, il y a deux choses importantes. La victoire de Franco en Espagne et les accords de Munich en 1938. Staline est fou furieux des accords de Munich de 1938 parce qu'il n'a pas été invité. Et en plus, il s'aperçoit que la Pologne va piquer un bout de la Tchécoslovaquie. Et donc, il est fou furieux. Et en fait, Hitler et Staline n'avaient jamais cessé de se parler, officieusement, bien sûr. Vous savez, depuis le traité de Rapallo en 1922, l'URSS et l'Allemagne avaient toujours eu de très bonnes relations. Les militaires allemands allaient s'entraîner en Russie du temps du traité de Versailles. Et en fait, Staline comprend très bien que Hitler peut lui apporter beaucoup. Et donc, il va prendre langue. En fait, les rapports ne seront jamais rompus entre Hitler et Staline. Et arrive après le pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Donc on va revenir à Franco. Franco, lui, il a l'intelligence de rester indépendant de Hitler et de Mussolini. Est-ce qu'on peut dire que ce refus a fait gagner, était une grande aide aux Alliés également? Oui, parce que si vous voulez, à partir de 1939-40, l'Allemagne va tout faire pour envahir non pas l'Espagne, mais passer par l'Espagne pour prendre Gibraltar. Il va y avoir plusieurs plans allemands, notamment des plans Félix, plan Félix 1, plan Félix 2, plan Félix 3. Et Hitler va envoyer énormément d'Allemands rencontrer Franco pour le forcer à ça. Et vous savez que Hitler va rencontrer Franco à Hendaye le 23 octobre 1940. Ça va être un échec pour Hitler complet. Parce que Franco va revendiquer énormément
de combustible, d'alimentation, de blé, de céréales, parce que l'Espagne est totalement exsangue. Mais surtout, Franco va avoir une idée de génie que va lui souffler ses conseillers. Ils vont lui dire, mais il faut prendre... si les Allemands veulent prendre Gibraltar, il faut qu'ils prennent Suez en même temps, sinon ça ne sert à rien. Ah oui. On ne ferme pas la Méditerranée. Et donc, ça va être un argument choc qu'il va opposer à Hitler. Et comme Hitler ne peut pas prendre Suez, il ne prendra pas Gibraltar. Et du côté de Staline, est-ce que Staline a vraiment jeté l'éponge après la victoire du camp national? Sur l'Espagne ? Oui. Oui. Sur l'Espagne, oui. Ça ne l'intéresse plus. Il a d'autres préoccupations. Il y a le pacte germano-soviétique. Après, lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qu'il va faire. D'ailleurs, il va prendre la moitié de la Pologne, il va prendre les pays baltes, il va prendre la Bessarabie, gratuitement et sans tirer un coup de feu. La Finlande, ça sera beaucoup plus compliqué à l'hiver 39-40. Et puis après, il va livrer à l'Allemagne énormément de biens de consommation, de combustible, de matériel. Parce qu'il croyait beaucoup, Staline croyait beaucoup au pacte germano-soviétique. Et il fera même fusiller ceux qui lui diront que Hitler veut faire la guerre. Mais sinon, pour revenir à l'Espagne et sur les causes de la défaite républicaine, est-ce qu'on peut dire que Staline n'a pas mis tout le paquet nécessaire? Sans doute. Sans doute. Sans doute. Et alors, on en est donc je disais en introduction, c'est votre cinquième ouvrage sur le sujet, donc sur cette période. Quel est selon vous le plus grand contresens historique que l'on continue de commettre aujourd'hui sur la guerre d'Espagne? Le plus grand contresens, c'est de croire que la guerre d'Espagne fut la première bataille de la Seconde Guerre mondiale. La guerre d'Espagne, c'est pas du tout la première bataille de la Seconde Guerre mondiale, c'est même tout le contraire. Parce qu'en Espagne, les Allemands et les Italiens se battaient contre les Russes puisqu'il y avait les Soviétiques d'un côté, les Allemands et les Italiens de l'autre. La Deuxième Guerre mondiale, elle commence et elle sera rendue possible par une alliance entre Hitler et Staline. Sans l'alliance Hitler-Staline, Hitler aurait eu beaucoup de mal à attaquer, puisqu'il voulait surtout pas avoir deux fronts. Donc la guerre d'Espagne, c'est certainement pas la première bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est une guerre très importante qu'il fallait étudier de très près, parce qu'elle mettra en œuvre des armements modernes, mais c'est pas la première bataille de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, c'était votre conclusion, Michel Festivi. Merci infiniment. Donc, je rappelle ce livre, Les griffes de Staline sur l'Espagne républicaine, avec une préface de Pio Moa, et c'est sorti aux éditions du Alpha. Et je rappelle le livre pour lequel vous étiez invité la semaine dernière, il est ici, c'est Les phalanges espagnoles. Donc ça, c'était au cahier d'histoire du nationalisme. Merci infiniment. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez pas de cliquer bien sûr sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci et à bientôt.